Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Je vais prononcer le mot en P que nous essayons tous d'oublier, pandémie. Alors, il y a 5 ans cette semaine, le Québec était plongé dans la pandémie de la COVID-19. Qu'est-ce qu'on a appris de cette période-là? Est-ce qu'on a appris de nos erreurs? Quelles sont les erreurs que nous avons commises d'ailleurs? On va en parler avec Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, et le docteur Karim El Ayoubi, porte-parole du Parti conservateur du Québec en matière de santé. Paul Brunet, qu'est-ce qu'on a appris? Quelles sont les erreurs à ne pas répéter si jamais on se retrouve dans une autre pandémie semblable? Premièrement, avoir une bonne chaîne d'approvisionnement continue, comme des experts l'avaient signalé, c'est très facile. On fait rouler l'équipement, tout ce dont on a besoin éventuellement pour une crise. On remplit les hôpitaux, puis à mesure qu'on en a besoin, on remplit les différentes installations dont on a besoin. Puis éventuellement, il arrive une crise, on a ce qu'il faut et c'est pas périmé. Ça prend une chose. La deuxième, ça prend quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est un expert ou une experte en déclenchement et en opération des mesures d'urgence. On a beau être médecin, mais on n'a pas les réflexes et la compétence pour opérer des mesures d'urgence. Déclencher, opérer. Je sais, je viens des villes, j'ai été quoi dans les mesures d'urgence. Il faut opérer des mesures d'urgence comme jamais on le fait avec toute la lenteur. Évidemment, il faut, je crois, avoir une vigie, une vraie vigie. Si on avait eu une vigie depuis le début janvier 2020, on aurait probablement sauvé quelques milliers de personnes âgées. D'ailleurs, à telle enseigne qu'en Allemagne, on a commencé à tester des personnes âgées en février, alors que nous, on l'a fait loin à fin avril, début mai. Et l'Allemagne est un des pays où on a le moins perdu de personnes âgées. On a dormi sur la switch et je finis en disant qu'il n'y a personne qui a été imputable malgré tous les défauts qu'on a rapportés. Oui. Madame McCann, Monsieur Legault dit on avait l'information qu'on pouvait avoir. Oui, mais si tu l'avais cherché l'information depuis la fin décembre 2019, il y avait au moins 10 rapports, 10 reportages qui identifiaient que les personnes âgées étaient plus vulnérables. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Étais-tu là? As-tu dormi sur la switch? Docteur El Ayoubi, il y a des gens qui disent une des leçons à retenir, c'est que on protège les gens qui sont vulnérables, puis on laisse vivre ceux qui le sont moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument, absolument. Ça, c'est ce qu'on avait mentionné au Parti conservateur depuis le début. Parce qu'il faut bien regarder. C'est sûr que lorsqu'on parle, par exemple, du premier confinement, on s'entend tous, là, on n'avait pas suffisamment de matériel, puis de y aller avec des mesures exceptionnelles, extraordinaires, puis de mettre tout le monde dans le même panier, c'était probablement la chose à faire. Mais à partir du moment où on a eu les premiers chiffres qui sont sortis de l'Institut Pasteur, et qu'est-ce que ces chiffres-là nous disaient, c'est que chez les tout-petits, c'était moins létal la COVID-19, même les premières souches, là, alpha et delta, étaient moins létales pour les tout-petits, pour les enfants que l'influenza. Par contre, c'était de 8 à 10 fois plus létal et morbide pour les personnes âgées. Personnes de plus de 70 et encore plus lorsqu'ils ont plus de 80 ans. Donc ça, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on aurait dû prendre des mesures ciblées pour des personnes plus âgées, les personnes plus vulnérables, les gens avec des conditions, et laisser vivre, parce qu'il y a quand même des dommages collatéraux. On a l'impression, particulièrement au Québec, pas juste au Québec, dans plusieurs pays occidentaux, qu'on a eu tendance à sous-estimer les potentiels dommages collatéraux de fermeture d'économie. Mais il y a un point qu'on ne parle pas suffisamment. Je suis tout à fait d'accord avec votre invité, là, les points sur l'imputabilité. Ça, je suis tout à fait d'accord sur la meilleure coordination. Et c'est vrai qu'en tant que médecin, on n'est pas nécessairement équipé pour gérer ces crises d'urgence-là. Ça prend des gens qui sont vraiment experts en la matière. Mais un éléphant dans la pièce, c'est le nombre de lits aux soins intensifs. Lorsqu'on fait juste une petite recherche, au Québec, on a à peu près 11 lits par 100 000 habitants aux soins intensifs. Si on se compare, votre invité parlait de l'Allemagne, mais l'Allemagne, savez-vous, ils en ont combien de lits de soins intensifs? Ils en ont 29 par 100 000 habitants. Donc, on multiplie pratiquement par 3. Et aux États-Unis, ils en ont 34 en moyenne par 100 000 habitants. Et ça, c'est le nerf de la guerre, parce que les lits de soins intensifs, vous le demanderez aux intensivistes, mes collègues intensivistes, lorsqu'ils nous parlaient pendant la pandémie, ils disaient, écoutez,
un patient de COVID-19 prend par rapport, par exemple, à un patient influenza, par rapport à d'autres types de pneumonie, il va demeurer jusqu'à 2 fois plus longtemps aux soins intensifs, donc il va occuper beaucoup plus de soins infirmiers, plus de soins médicaux, le lit est occupé plus longtemps. Et lorsque les lits de soins intensifs sont saturés, c'est ça qui fait en sorte que ça paralyse les chirurgies cardiaques, ça paralyse certaines chirurgies oncologiques, des transplantations. Donc c'est là qu'on paralyse l'ensemble du système. C'est très, très important, ce fameux nombre de lits de soins intensifs. Et Paul Brunet, on dirait qu'on a découvert la faiblesse du réseau des CHSLD au début avril 2020, lorsqu'il est arrivé le scandale de la résidence Aaron. Mais j'imagine que vous, là, parce que vous parlez avec des gens, des malades, puis ça, vous le saviez depuis longtemps qu'il était vulnérable, le système de CHSLD. Là. Ben oui, il faut se rappeler qu'on a lancé un recours collectif en 2018, bien avant la pandémie, avec la maltraitance, l'insuffisance de soins, l'absence de soins dans certains CHSLD. Ce sont 400 familles qui nous ont aidés à préparer ce recours-là. On attend la date de procès. Alors, venez nous dire là, que, tu sais, Mme Blais, en toute candeur, est venue dire sous serment à l'enquête de Mme Kamel, moi, là, avant l'affaire Aaron, je savais pas que ça allait pas bien dans les CHSLD avec la COVID. Vraiment, alors. Elle a dit ça sous serment. Et sais-tu quoi? Avec l'information fausse, absente, dont les ministres disposaient, je la crois. Parce qu'on a commencé à faire une vigie de ce qui allait mal dans le monde et la COVID qu'à compter du 18 mars 2020. C'est le témoignage sous serment du Dr Arruda qui nous le dit, alors que la loi sur la santé publique dit que ta vigilance, ta vigie, comme santé publique, est supposée d'être faite de manière continue. Si on prend en compte des rapports et des reportages depuis la fin de décembre 2019 où les personnes âgées sont particulièrement visées par le mal qui commençait à nous affliger, comment on fait pour décider de tester les personnes âgées qu'à la fin d'avril et le mois de mai, à la fin de toute la gang, alors que ce sont ces personnes-là qui étaient les plus vulnérables? Personne répond, personne n'est imputable, et comme disait M. Legault, ça va bien aller. Oh mon Dieu, avec les arcs-en-ciel, puis ça va bien aller, puis les tartelettes portugaises, oh boy. Docteur Elayoubi, il y a une phrase que j'espère qu'on réentendra pas si jamais il y a une prochaine pandémie, puis il y a des gens qui disent c'est pas une question de si, c'est une question de quand. On construit l'avion en plein vol. Ça, là, cette phrase-là, qu'est-ce que vous en pensez, cette phrase? C'est-à-dire, encore une fois, si on parle entre mars et mai 2020, d'accord, à la limite jusqu'à l'automne 2020, mais après l'automne 2020, il est supposé d'être construite, l'avion, parce que aussi, qu'est-ce qu'on avait, nous? L'avion avait déjà commencé à se construire en Europe. Ça, faut bien se rappeler. Nous, on avait toujours les vagues en retard par rapport à l'Europe, particulièrement la première vague, donc on avait déjà du data de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas vraiment en fonction de l'expérience européenne. Souvenons-nous, ça a débuté avec les Italiens, après ça les Français, puis nous, on a eu la vague par la suite. Donc, on avait déjà du data. Et c'est comme une façon, moi, ce que j'ai pas aimé dans l'attitude du gouvernement, c'était comme une façon un peu de se laver les mains, moi j'ai l'impression, puis de dire, regardez, on va vous faire une bouillabaisse d'à peu près toutes les mesures les plus liberticides qui existent en Occident. On va mettre ça, on va brasser ça, puis on va offrir ça à la population. Et on ne savait même pas. Puis là, vous parliez de la loi, ça c'est très, très, très important. Parce que c'est très difficile d'isoler, de dire là, qu'on aurait jusqu'à demain matin quelle mesure fonctionne, quelle mesure fonctionne pas. Le problème, c'est la loi elle-même. Cette loi de l'état d'urgence sanitaire, elle se devrait d'être modifiée. Premièrement, séparer le politique du sanitaire, OK? Oui. C'est-à-dire, on souhaiterait que le directeur national de la santé publique ne soit pas sous-ministre, qu'il soit indépendant, parce que son boss, c'est directement le ministre. Comme en Colombie-Britannique. Pourquoi la Colombie-Britannique a été un très bon exemple au Canada? Les conférences de presse étaient séparées. La directrice nationale de la santé publique, qui avait fait un très bon travail, selon moi, en Colombie-Britannique, elle donnait ses recommandations, et le politique, après, prenait les décisions. C'est normal, c'est les élus. Mais si le politique ne suit pas les recommandations des experts, à partir de ce moment-là, il a expliqué à la population pourquoi il est moins sévère ou pourquoi il est plus sévère. Ça, c'est fondamental et quelque chose d'important. Oui. Non, mais... Oui, allez-y. Quelque chose de très important.
il faut également qu'on rende des comptes. C'est-à-dire, une fois que les mesures sont levées, OK? Une fois que les mesures sont levées, comme le gouvernement a décidé de s'octroyer des pouvoirs extraordinaires, il se doit, comme au fédéral, lorsque les mesures d'urgence sont décrétées, au sein même de la loi, il se doit d'y avoir une commission d'enquête publique à la fin. Lorsqu'on a ça, on peut faire la lumière sur qu'est-ce qui a mieux fonctionné, qu'est-ce qui a pas bien fonctionné et pourquoi le gouvernement a suivi ou pas suivi les recommandations de la santé publique. Monsieur Brunet, je prends la balle au bon, là, la séparation du politique et de la santé publique, je trouve ça très important. Rappelez-vous, lorsqu'on manquait de masques à cause d'une décision politique, la santé publique nous disait, finalement, c'est pas si important que ça de porter des masques parce qu'ils voulaient justement cacher le fait qu'on en manquait. À un moment donné, les points de presse où tu voyais à la même table, en même temps, le premier ministre et le directeur de la santé publique, côte à côte, qui étaient chumés et bodés, c'était bizarre, ça. Vous avez raison. Il y a une des choses que je comprends pas, c'est quand il y a eu la grosse tempête en 2017 sur l'autoroute 13, où des centaines de personnes sont restées prises dans leur voiture, ils ont pris un recours collectif et on a réglé hors cours. Comment ça se fait que, au moins, si on n'a pas fait sa job convenablement lors de la COVID, qu'on n'offre pas une compensation financière aux gens, il y a un recours collectif qui est pendant. Est-ce que c'est parce que un recours par les personnes âgées, c'est moins important que le recours que les gens ont pris lors de la tempête de 2017? Question se pose. Et j'espère que... Puis tu sais, en Ontario, il y a eu une commission indépendante pour évaluer ce qui avait été fait puis les erreurs qui avaient été commises. Et les conclusions, c'est que ils n'ont pas suivi ce qu'ils avaient appris en 2003 lors du SRAS. Oui. Fait qu'on n'a rien suivi, nous autres non plus. On a été aussi nono que les autres. Et ce que je soupçonne, c'est que il y a beaucoup de retours, puis les gens, ça bouge. On n'apprend pas, puis on n'est pas stable. Puis j'espère que la prochaine pandémie, on va être là. Et surtout qu'on aura quelqu'un qui, nonobstant la politique, va opérationnaliser. Un dont j'ai apprécié les services, c'est le sous-ministre Paré. Quand on a commencé à vacciner, il a opéré. C'est de ça dont on a besoin lors de la prochaine pandémie, avec tout le respect qu'on doit pour les médecins qui se succèdent à la tête de la santé publique, dont le docteur Boileau, pour qui j'ai beaucoup de respect. Ça prend un opérateur ou une opératrice de mesures d'urgence. Là, rendu là, c'est plus le temps de parler à l'INES, puis je sais pas trop à qui. Go! Et si on avait fait ça, si on s'était informé de ce qui se passait dans le monde, comme nous on l'a fait, on aurait sauvé probablement des milliers de personnes. Oui. En terminant, M. Dr Karim Elayoubi, vous l'avez dit, manque de data, manque de données. Puis ça revient dans plein de problèmes récurrents au Québec, là. On ne sait pas pourquoi les professeurs quittent la profession. On ne fait pas de données. Souvent, là, ce qu'ils nous disent les gens sur le terrain, en santé, en éducation, partout, on manque de données. Et pourtant, on nous disait toutes les décisions qu'on prend pendant la pandémie sont basées sur la science. C'est ça qu'on nous disait, Dr Elayoubi. Absolument, absolument. Et vous avez tout à fait raison sur ce point-là. Un des nerfs de la guerre, c'est vraiment d'avoir de l'information, que ce soit pour une pandémie et aussi pour un système de santé de façon générale. Là, même si je suis un féroce critique du gouvernement Legault en matière de santé, je dois leur donner quelque chose. Par exemple, ce que M. Dubé avec son tableau de bord, c'est quelqu'un qui va chercher beaucoup de données à l'heure actuelle pour le système de santé. Donc ça va quand même nous aider dans l'avenir à redessiner le modèle de santé, connaître de façon très précise combien un acte nous coûte, faire en sorte qu'on puisse changer le mode de financement des hôpitaux. Donc, d'avoir accès aux données, c'est vraiment la base. De ce côté-là, je pense que on est quand même sur la bonne voie à l'heure actuelle dans le système de santé, mais on est en retard. Ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir beaucoup plus de données. Et pendant la pandémie, ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas recueilli ces données-là au Québec, malheureusement. Ou du moins, si on avait une commission, on verrait qu'est-ce qui a été recueilli comme données, qu'est-ce qui n'a pas été recueilli. Mais au moins, il y a d'autres pays qui l'ont fait. Il y a d'autres endroits qui l'ont fait. Puis il va falloir se baser là-dessus la prochaine fois pour avoir des protocoles très bien établis et qui sont basés sur les évidences scientifiques. Parce on n'empêche pas les gens de vivre sans qu'il y ait d'évidences scientifiques de niveau quand même assez élevé tant qu'à moi.
Merci à vous deux, M. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, et le Dr Karim El Ayoubi, porte-parole du Parti conservateur du Québec en matière de santé. Heureusement, c'est derrière nous, c'est des mauvais souvenirs. Quoique là, on est en pleine guerre économique, mais ça va bien aller. Puis on va mettre des beaux arcs-en-ciel sur nos fenêtres. Merci beaucoup. Bonjour. Salut.